Au début du XXe siècle, l'Argentine était projetée au monde comme une nation en pleine croissance, une terre riche avec une économie en expansion et un lien fort avec l'Europe, poussée par une grande vague migratoire qui a augmenté sa population, renforcé ses villes et consolidé son modèle d'agro-exportation basé sur la production de viande et de céréales. Pendant des décennies, ce modèle a généré de la prospérité, mais il a également créé une profonde dépendance au commerce extérieur, ce qui signifiait que la stabilité du pays était liée à des facteurs internationaux qu'il ne pouvait pas contrôler directement. Derrière cette image de progrès se cache une réalité plus complexe, puisque le pouvoir politique et économique est concentré entre les mains d'une petite élite composée de grands propriétaires fonciers et de groupes liés aux intérêts financiers, ce qui limite la participation réelle de larges secteurs de la population. Bien que le système politique ait été présenté comme démocratique, il était en pratique conditionné par des mécanismes de contrôle, dans lesquels les décisions importantes n'émanaient pas du peuple dans son ensemble, mais de structures fermées qui rendaient difficile toute transformation profonde. Au fil du temps, les classes moyennes et populaires ont commencé à exiger des changements, exigeant une plus grande participation, des droits sociaux et une réelle présence au sein de l'État, ce qui a généré une pression croissante sur un système qui avançait plus lentement que ne l'exigeait la société. Au début du XXe siècle, l'arrivée de réformes telles que le suffrage universel masculin a permis une ouverture partielle du système politique, et des personnalités comme Hipólito Yrigoyen ont représenté une tentative d'intégration de nouvelles forces sociales au sein du pouvoir institutionnel. Toutefois, cet équilibre est fragile et dépend dans une large mesure d'une économie stable qui serait bientôt affectée par un événement mondial susceptible de changer le cours du pays. La crise de 1929 a provoqué un effondrement de l'économie internationale et l'Argentine, dépendante du commerce extérieur, a subi une baisse de ses exportations, une augmentation du chômage et une incertitude sociale croissante qui ont affaibli la structure économique et politique existante. En 1930, un coup d'État dirigé par le général José Félix Uriburu a brisé l'ordre constitutionnel et a marqué le début d'une période connue sous le nom de tristement célèbre décennie, caractérisée par la fraude électorale, la corruption et le contrôle du système politique par les secteurs traditionnels. Durant cette période, la démocratie s'est maintenue en apparence, mais elle a perdu sa légitimité, car l'accès au pouvoir était manipulé et les institutions ne représentaient pas véritablement la volonté populaire. Au milieu de ce contexte de crise et de méfiance, une profonde transformation commença à émerger qui allait donner naissance à l'un des mouvements les plus influents de l'histoire argentine. Dans les années 1940 apparaît Juan Domingo Perón, un militaire qui comprend que le pouvoir peut non seulement être imposé, mais aussi se construire à partir d'un lien direct avec la société. Depuis sa position au sein de l'État, Perón a commencé à s'approcher des travailleurs, des syndicats et des secteurs les plus défavorisés, en leur offrant une reconnaissance, des droits du travail et une identité au sein du système politique. Ce lien s'est rapidement développé et est devenu un mouvement de masse qui a transformé la relation entre l'État et la population, donnant naissance à une nouvelle manière d'appréhender le pouvoir. En 1946, Perón fut élu président et, pendant son gouvernement, il promouva des réformes sociales, renforça les syndicats et augmenta l'intervention de l'État dans l'économie, générant une amélioration des conditions de vie d'une grande partie de la population. Le péronisme n'était pas seulement un projet politique, mais un phénomène social et émotionnel qui consolidait la participation des classes populaires à la vie du pays. Eva Perón a joué un rôle fondamental dans ce processus, renforçant le lien avec les secteurs les plus modestes et amplifiant l'impact du mouvement. Cependant, ce changement a également suscité une forte opposition, car les élites traditionnelles, des secteurs de l'armée et des groupes conservateurs percevaient la montée du péronisme comme une menace pour leur position de pouvoir. Le pays a commencé à se diviser en deux visions concurrentes, l'une basée sur le contrôle traditionnel et l'autre sur la mobilisation populaire,
ce qui a accru les tensions politiques et sociales. En 1955, un nouveau coup d'État renverse Perón, interdit son mouvement et tente d'éliminer son influence, mais ne parvient pas à effacer sa base sociale, qui reste présente dans la société argentine. À partir de ce moment, le pays est entré dans un cycle d'instabilité caractérisé par l'alternance entre des gouvernements civils faibles et de nouvelles interventions militaires, qui ont empêché la consolidation d'un système politique stable. En 1966, un autre coup d'État militaire a porté Juan Carlos Onganía au pouvoir, établissant un régime autoritaire qui a suspendu les institutions démocratiques et restreint l'activité politique. Cependant, la société a changé et les protestations ont commencé à s'intensifier, atteignant un point clé en 1969 avec le Cordobazo, une mobilisation massive qui a mis en évidence le mécontentement social et l'incapacité du système à le contenir. En 1973, le péronisme revient au pouvoir avec le retour de Juan Domingo Perón, mais le contexte est bien plus complexe, avec une société profondément polarisée et une augmentation significative de la violence politique. Après la mort de Perón en 1974, la situation se détériore rapidement et en 1976 un nouveau coup d'État établit une dictature militaire dirigée par Jorge Rafael Videla. Cette période a été marquée par un contrôle autoritaire, une répression systématique et une politique visant à éliminer toute forme d'opposition, qui ont profondément marqué la société argentine. La crise économique et l'érosion du régime se sont intensifiées au fil du temps et, en 1982, la défaite dans la guerre des Malwines a accéléré la chute du gouvernement militaire. En 1983, l'Argentine a retrouvé la démocratie avec l'élection de Raúl Alfonsín, entamant un processus de reconstruction institutionnelle après des décennies d'instabilité. Malgré cela, des problèmes structurels, des crises économiques et des tensions sociales ont continué à faire partie du système, rendant difficile la consolidation d'une stabilité durable. L'Argentine n'était pas simplement une succession d'événements historiques, mais un système en tension constante, conditionné par une dynamique qui le conduisait à osciller entre stabilité et crise, entre pouvoir des élites et pression du peuple, et entre contrôle établi et tentative de transformation, un équilibre qui n'a jamais été complètement résolu. Alors que l'instabilité devenait évidente dans d'autres parties du continent, la Colombie progressait dans un équilibre fragile bâti sur des décennies de conflits internes. La guerre civile entre conservateurs et libéraux a laissé des traces profondes et, même si le système politique continue formellement de fonctionner, la tension n'a jamais complètement disparu. Sous la présidence de Miguel Abadiâmene, entre 1926 et 1930, des tentatives ont été faites pour promouvoir des politiques de modernisation économique, mais les structures sociales ont continué à être marquées par les inégalités et la confrontation politique. Le changement s'est produit en 1930 avec la victoire du libéral Enrique Olaya Herrera, qui a entamé une période de réforme, sans toutefois parvenir à éliminer les divisions historiques du pays. Le pouvoir en Colombie n'était pas concentré uniquement dans les institutions, mais aussi dans des réseaux politiques et sociaux qui fonctionnaient en parallèle, conditionnant toute tentative de transformation profonde. La stabilité était relative, soutenue davantage par l'équilibre des forces que par une véritable intégration nationale. Au même moment, en Équateur, la scène politique reflétait une dynamique encore plus instable. En 1934, José María Velasco Ibarra accède à la présidence, marquant le début d'une période caractérisée par des changements constants de pouvoir, des interruptions institutionnelles et des tensions internes. En 1940, Carlos Alberto Arroyo del Río entre au gouvernement et oriente sa politique vers une approche directe avec les États-Unis, abandonnant les îles Galapagos comme base militaire. Cette décision a marqué un tournant dans la politique étrangère du pays et a mis en évidence l'influence des facteurs internationaux dans la région. En 1941,
l'Équateur affronta le Pérou dans un conflit frontalier qui se solda par une défaite importante et la perte d'environ 174 000 km² de territoire. Ce fait a encore affaibli la structure interne de l'État et accru la pression sociale. Velasco Ibarra est revenu au pouvoir à plusieurs reprises, reflétant un manque de stabilité structurelle. Son leadership s'appuyait sur le soutien populaire, mais le système politique restait incapable de se consolider. En 1960, il revient à la présidence avec une politique nationaliste qui génère des tensions avec les États-Unis, notamment après la découverte d'importantes réserves de pétrole. La situation a conduit à un nouveau coup d'État militaire en 1961, confirmant que le contrôle du pouvoir en Équateur continuait de dépendre largement des forces armées. Au cours des années suivantes, le pays a traversé une période de gouvernement militaire, de junte et de crise politique continue. Il faudra attendre 1979 pour qu'un système constitutionnel soit rétabli, marquant le début d'une tentative de reconstruction institutionnelle. Pendant ce temps, au Mexique, le début du XXe siècle a été marqué par l'un des processus les plus transformateurs du continent, la Révolution mexicaine. Depuis 1876, le pays était sous le contrôle de Porfirio Díaz, dont le régime, connu sous le nom de Porfiriato, avait stimulé la croissance économique grâce aux investissements étrangers, notamment en provenance des États-Unis et du Royaume-Uni. Plus de 24 000 km de voies ferrées ont été construits et des secteurs stratégiques tels que les mines et le pétrole ont été développés. Toutefois, cette croissance ne s'est pas traduite par une amélioration équitable pour la population. La terre et la richesse étaient concentrées entre quelques mains, tandis que des millions de paysans vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté. En 1909, les investissements étrangers dépassaient le milliard de dollars, mais les inégalités sociales continuaient de croître. La stabilité du régime dépend du contrôle de l'ordre intérieur, maintenu par l'armée et la police. Les tensions ont commencé à s'intensifier lorsque Francisco I. Madero a publié le plan de San Luis Potosí en 1910, dans lequel il exigeait le suffrage effectif et la non-réélection, dénonçant le manque de légitimité du système. La même année, le 20 novembre 1910, éclate la révolution. Le conflit s'est rapidement étendu à tout le pays, avec des foyers clés à Puebla et Chihuahua. Des personnalités telles que Francisco Pancho Villa et Emiliano Zapata sont devenus des leaders de mouvements populaires. Villa représentait une force militaire dynamique dans le nord, tandis que Zapata incarnait la lutte paysanne dans le sud, centrée sur la redistribution des terres. La devise de Zapata, « Terre et liberté », synthétisait le cœur du conflit, la lutte pour la propriété de la terre et la dignité des paysans. À mesure que la révolution progressait, le pays entra dans une phase complexe dans laquelle différentes factions se disputaient le contrôle du pouvoir. Les alliances ont changé, les dirigeants se sont affrontés et le système politique s'est transformé au milieu de la violence. Le Mexique vivait non seulement une révolution politique, mais aussi une transformation structurelle qui allait redéfinir son organisation sociale, économique et territoriale tout au long du XXe siècle. La révolution mexicaine n'a pas pris fin avec la chute de l'ancien régime. En réalité, ce n'était que le début d'une nouvelle lutte pour le contrôle du pays. Après les premiers affrontements, le mouvement révolutionnaire commence à se fragmenter. Différents dirigeants, avec des visions différentes, ont tenté d'imposer leur modèle de nation. Emiliano Zapata, au sud, maintient une position ferme. Leur combat n'était pas pour le pouvoir politique lui-même, mais pour la terre. Il défendit une profonde réforme agraire, fondée sur la restitution des terres aux paysans. Leur mouvement est resté largement isolé, mais il n'a jamais perdu son essence. Elle a tenu bon, même si le reste du pays a changé de main. Pendant ce temps, Venustiano Carranza tentait de consolider un nouvel ordre du pouvoir central.
Son objectif était de stabiliser le pays sous une structure institutionnelle, mais les tensions internes ont rendu ce processus extrêmement complexe. Le conflit entre factions n'a pas disparu. Il a été transformé. En 1917, une nouvelle constitution a été promulguée qui cherchait à intégrer bon nombre des revendications sociales apparues pendant la Révolution. Il comprenait des réformes agraires, des droits du travail et des limitations du pouvoir économique. Il s'agissait d'une tentative de réorganiser le pays à partir de ses bases. Mais les violences ne se sont pas arrêtées immédiatement. Carranza fut assassiné en 1920, ce qui ouvrit une nouvelle étape de transition. Après une brève période d'instabilité, Álvaro Obregón accède à la présidence. Durant son mandat, entre 1920 et 1924, certaines des réformes initiées par la Révolution furent consolidées. Les ejidos, c'est-à-dire les terres communales, furent agrandies et le pouvoir des grands latifondias fut réduit. Les dettes qui pesaient sur les paysans et les travailleurs ont également été éliminées, dans le but d'alléger la pression sociale accumulée depuis des décennies. Cependant, le Mexique ne s'est pas isolé de l'extérieur. Le gouvernement Obregón a renforcé ses relations avec les États-Unis, en quête de stabilité économique dans un contexte encore incertain. En 1928, Obregón fut réélu, mais assassiné peu de temps après. Ce fait a montré une fois de plus la fragilité du système politique. À partir de ce moment, le pays entre dans une phase de réorganisation. Entre 1924 et 1929, Plutarco Elías Calles exerce une influence décisive. Sa politique s'est concentrée sur la limitation du pouvoir des institutions traditionnelles telles que l'Église et sur la consolidation d'un État plus fort. La réforme agraire a continué de progresser, distribuant des millions d'hectares de terres, tandis que des structures financières et agricoles conçues pour soutenir ce changement étaient développées. En 1929, le Parti national révolutionnaire est fondé, qui deviendra plus tard l'axe du système politique mexicain pendant des décennies. En 1934, Lázaro Cárdenas accède à la présidence et pousse le processus encore plus loin. Il a renforcé les syndicats, favorisé l'organisation paysanne et accéléré la redistribution des terres. Pendant son gouvernement, environ 20 millions d'hectares ont été distribués, consolidant l'un des processus agraires les plus importants du continent. De plus, il a nationalisé des secteurs stratégiques, comme les chemins de fer en 1937 et l'industrie pétrolière en 1938, s'opposant directement aux intérêts étrangers. Ces décisions ont généré des tensions internationales, notamment avec les États-Unis, mais elles ont également renforcé la souveraineté économique du pays. Le Mexique entrait dans une nouvelle phase. Une étape où l'État assumait un rôle central dans l'économie et dans l'organisation sociale. Après Cárdenas, le pays a continué son processus de transformation. Manuel Ávila Camacho a maintenu la stabilité, tandis que Miguel Alemán a encouragé la modernisation urbaine et l'industrialisation. Des infrastructures, des universités et des projets énergétiques ont été construits, qui changeraient le profil du pays. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz est arrivé au pouvoir dans un contexte de tensions sociales croissantes. Les manifestations et le mécontentement reflétaient que, malgré les progrès, les problèmes structurels n'avaient pas disparu. Luis Echeverría, entre 1970 et 1976, a tenté de relancer l'économie en s'appuyant sur de nouvelles découvertes pétrolières. Par la suite, José López Portillo a poussé ce modèle à l'extrême, générant une phase de croissance qui a fini par révéler de profondes faiblesses. Le Mexique avait changé. Il était passé d'une dictature à une révolution, et de la révolution à un système politique stable, mais contrôlé. Un pays qui avait réussi à se transformer, mais sans éliminer complètement ses tensions internes. En même temps,
Au Paraguay, le développement a suivi un chemin différent. Après la Première Guerre mondiale, le pays restait une structure relativement isolée. Sous la direction d'Eligio Ayala, entre 1924 et 1928, un processus d'ouverture a été initié, bien que limité. En 1932 éclata la guerre du Chaco contre la Bolivie, un conflit brutal qui a profondément marqué l'histoire du pays. Le résultat fut une instabilité politique constante. Des gouvernements qui tombaient, des coups d'État et une lutte permanente pour le contrôle du pouvoir. En 1936, le président Eusebio Ayala fut renversé et de nouvelles factions prirent le contrôle de l'État. À partir de là, le pays est entré dans une dynamique de pouvoir militarisé. Des décennies plus tard, Alfredo Stroessner consoliderait un régime autoritaire qui durerait des années, soutenu par une structure de contrôle forte et une politique économique orientée vers les investissements étrangers. La stabilité au Paraguay ne reposait pas sur un équilibre politique, mais sur un contrôle prolongé. Au Pérou, le scénario s'est également révélé d'une grande complexité. Entre 1919 et 1930, Augusto B. Leguía gouverna de manière autoritaire, promouvant des réformes économiques et ouvrant le pays aux capitaux étrangers. L'économie s'est renforcée, mais au prix d'une concentration du pouvoir et d'une limitation des libertés politiques. En 1930, il fut renversé, ouvrant une période de crise et de réorganisation. Victor Raúl Aya de la Torre est apparu comme une figure clé à la tête du mouvement APRA, qui proposait une profonde transformation sociale. Cependant, les conflits politiques et l'instabilité ont marqué le développement du pays pendant des décennies. Le Pérou oscille entre réformes, coups d'État et luttes internes. Dans toute la région, le schéma commençait à se répéter. Différents pays, différentes histoires, mais avec la même structure sous-jacente. Des États qui recherchaient la stabilité, tandis que les sociétés exigeaient le changement. Et le pouvoir évoluait constamment entre les élites, l'armée et les mouvements populaires. L'Amérique latine n'avançait pas en ligne droite. Cela s'est déroulé par cycles, transformation, conflits, réorganisation et recommencement. Alors que certains pays tentaient de se stabiliser, le développement politique et économique du Venezuela a suivi une voie marquée par le pétrole. Pendant des décennies, le pays a été dominé par des structures de pouvoir centralisées, souvent liées à des gouvernements autoritaires. Cependant, la richesse pétrolière a commencé à transformer profondément sa position dans le monde. En 1966, le Venezuela a revendiqué le territoire de la Guyane, reflétant une politique étrangère plus active. Peu de temps après, en 1968, l'ancien président Pérez Jiménez fut condamné à la prison, mettant fin à une période de fort contrôle militaire. En 1969, l'arrivée au pouvoir de Rafael Caldera marque un changement politique vers une étape plus institutionnelle. Durant son mandat, le pays s'est retiré du pacte andin, cherchant à redéfinir sa position économique. En 1974, Carlos Andrés Pérez accède à la présidence et prend une décision clé, la nationalisation de l'industrie pétrolière. Cette mesure a renforcé la souveraineté économique du pays, mais a également généré des tensions avec les États-Unis et d'autres acteurs internationaux. Le pétrole est devenu l'axe central du développement vénézuélien. Les revenus ont augmenté, l'économie s'est développée et le pays a atteint une position de premier plan dans le contexte international. Mais cette dépendance a également généré des vulnérabilités. La croissance ne se traduit pas toujours par une stabilité structurelle et l'équilibre du système dépend dans une large mesure de facteurs externes. Dans le même temps, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, la situation était encore plus complexe. Contrairement aux grands pays du Sud, cette région était composée d'États plus petits,
doté de capacités structurelles moindres et d'une plus grande exposition aux influences extérieures. Depuis le début du XXe siècle, les intérêts économiques et politiques des États-Unis ont joué un rôle déterminant dans la région. Au Guatemala, en 1950, Jacobo Arbenz tenta de promouvoir une réforme sociale et agraire visant à redistribuer les terres et à réduire le pouvoir des grandes entreprises étrangères. Cependant, en 1954, il fut renversé par un coup d'État soutenu de l'étranger, démontrant le niveau d'intervention internationale dans la région. Ce schéma se répéterait dans plusieurs pays, les gouvernements tentaient de réformer le système et les structures externes réagissaient pour maintenir le contrôle. La conséquence fut une succession de dictatures, de conflits internes et d'instabilité politique. Mais un autre phénomène allait également émerger, la révolution. À Cuba, en 1959, le mouvement dirigé par Fidel Castro parvient à renverser le régime de Fulgencio Batista. Ce fait a complètement changé l'équilibre régional. Cuba s'est aligné sur l'Union soviétique, devenant ainsi un point clé de la guerre froide. Les États-Unis ont réagi par une politique d'endiguement, qui comprenait des tentatives d'intervention directe, comme l'échec de l'atterrissage dans la baie des Cochons en 1961. La tension s'est accrue jusqu'à atteindre l'un des moments les plus critiques du XXe siècle, la crise des missiles en 1962. À cette époque, le monde était au bord d'un conflit nucléaire. L'Amérique latine n'est plus seulement un espace régional. C'était devenu un scénario stratégique dans l'équilibre mondial. Dans de nombreux pays, la pression internationale s'est combinée à des tensions internes, donnant naissance à de nouveaux cycles de conflits, guérillas, mouvements révolutionnaires, dictatures militaires et processus de répression ont marqué la vie politique de la région pendant des décennies. Cependant, tous les pays n'ont pas suivi le même chemin. Dans certains cas, comme au Costa Rica, un système démocratique relativement stable a été consolidé, démontrant qu'il existait des alternatives dans le même contexte régional. Mais dans la plupart des cas, le schéma s'est répété, intervention, réaction, conflit et réorganisation. L'Amérique latine se présentait comme une mosaïque sociopolitique en perpétuel bouleversement. Un espace où cohabitaient différents modèles, mais traversé par des dynamiques similaires. Le pouvoir ne reste pas statique, il bouge. Parfois aux mains des élites traditionnelles, d'autres au sein de structures militaires, et parfois au sein de mouvements populaires qui tentaient de changer le système de l'intérieur. Chaque pays a eu sa propre histoire, mais tous partageaient la même logique sous-jacente, un équilibre instable, un système en tension constante et une lutte continue pour définir qui contrôlait le pouvoir et pour qui il était réellement exercé. Les dynamiques de pouvoir en Amérique latine ne se sont pas limitées aux grands pays du Sud. En Amérique centrale et dans les Caraïbes, le scénario était encore plus instable, plus fragmenté et profondément conditionné par des facteurs externes. Pendant des décennies, la région a vécu sous l'influence directe d'intérêts étrangers, notamment économiques. Les grandes entreprises contrôlaient des secteurs clés, tandis que les gouvernements faibles ou dépendants tentaient de maintenir un équilibre rarement durable. Dans des pays comme le Guatemala, le Honduras ou le Nicaragua, le pouvoir n'était pas seulement contesté au niveau interne. Cela a également été négocié de l'extérieur. L'économie, la politique et le contrôle territorial étaient étroitement liés aux décisions prises au-delà de leurs frontières. Ce contexte a généré une succession constante de coups d'État, de gouvernements militaires et de conflits internes. La stabilité était temporaire. Le système n'a jamais été complètement consolidé. Au Nicaragua, la figure de la famille Somoza symbolisait ce type de contrôle prolongé. Pendant des années, le pouvoir est resté concentré dans la même structure, soutenu par des alliances extérieures et un appareil militaire puissant.
Mais même ce modèle apparemment solide a fini par susciter une réaction. En 1979, le mouvement sandiniste réussit à renverser le régime, démontrant que même les systèmes les plus fermés pouvaient se briser lorsque la pression sociale atteignait ses limites. En République dominicaine, la dictature de Rafael Leonidas Trujillo est devenue l'un des exemples les plus extrêmes de contrôle autoritaire dans la région. Son régime, maintenu pendant des décennies, a pris fin en 1961 avec son assassinat, ouvrant une nouvelle étape d'instabilité et de réorganisation politique. Au Panama, l'évolution politique a également été conditionnée par des facteurs stratégiques, notamment le contrôle du canal. La position géographique du pays en faisait un point clé dans l'équilibre international. Pendant ce temps, dans d'autres pays, la tension s'est exprimée différemment. Les mouvements sociaux, les conflits armés et les changements de gouvernement reflètent une lutte constante pour redéfinir le pouvoir. Mais le schéma est resté le même. La région n'a pas progressé en ligne droite, elle a évolué par cycle. Chaque tentative de stabilité générait de nouvelles tensions. Chaque structure de contrôle s'est retrouvée face à une force opposée. Dans ce scénario, le pouvoir n'était pas une position fixe. C'était un mouvement constant. Parfois entre les mains des élites traditionnelles. D'autres fois dans des structures militaires. Et à certains moments, dans des mouvements populaires qui cherchaient à transformer le système de l'intérieur. L'Amérique latine ne constitue pas un bloc uniforme. C'était une mosaïque, un ensemble de réalités différentes, mais reliées par la même logique profonde. Un équilibre instable. Un système en tension permanente. Et une lutte constante pour définir qui contrôle le pouvoir, et dans quel but il est exercé. Lorsque l'on regarde l'ensemble du parcours, la tendance devient évidente. Les pays ont changé, les dirigeants aussi, mais la structure sous-jacente s'est répétée. Le pouvoir venait rarement d'en bas, c'était organisé d'en haut ou de l'extérieur. Les élites cherchaient à maintenir le contrôle, tandis que les mouvements populaires tentaient de le briser, et entre le système entre en tension constante. Lorsque la pression s'accentue, des interventions apparaissent, tantôt militaires, tantôt économiques, tantôt silencieuses, mais toujours décisives. Le résultat était presque toujours le même. Une réorganisation du pouvoir sans transformation complète du système. Des démocraties ont émergé, mais elles étaient fragiles. Les gouvernements ont changé, mais les structures sont restées. Et lorsque l'équilibre s'est rompu, le cycle a recommencé. Intervention, réaction, conflit, réorganisation, et recommencer. C'est le mécanisme opérationnel qui a défini une grande partie de l'Amérique latine au XXe siècle. Un système où le pouvoir ne disparaît pas, il change seulement de main, et où la stabilité n'est jamais permanente, mais plutôt une pause entre les conflits.